dans l'immédiat sur une forte baisse du marché, ni sur une très forte hausse. C'est-à-dire, je pense qu'on va, au mieux, on peut remonter des niveaux actuels, voire un peu plus bas, jusqu'à 3880, 3900 points, mais je serais assez surpris qu'on aille vraiment chercher 4000, voire 4100 points. Alors je pense qu'il y a une bonne visibilité, c'est-à-dire que je pense qu'on est à l'abri, entre guillemets, d'accidents jusqu'au mois d'avril-mai. Après, on sait bien que la cyclicité, sell May and go away. Après, ça va être peut-être un peu plus délicat. Donc moi, je reste fondamentalement acheteur dans la zone 3660-3700 points. Je renforce dans cette zone et je vends sur le haut de ce canal. Alors à plus longue échéance, puisqu'on me demande de faire une prévision éventuellement pour septembre de cette année. Donc moi je pense qu'il y a un moment, on va avoir un petit trou d'air et il est fort possible que l'on casse un petit peu ce canal et qu'on revienne. Et là, on le voit un peu mieux sur une base mensuelle, qu'on revienne dans cette zone qui est hyper importante, qu'il ne faudra surtout pas casser pour l'avenir un peu plus éloigné du CAC, qui est la zone 3550-3600 points. Donc, il est tout à fait possible que d'ici septembre prochain, on revienne encore dans cette zone-là. Alors, je ne m'engage pas sur la rupture de cette zone parce que ça serait très présomptueux de ma part. Ça serait vraiment là, pour le coup, lire dans une boule de cristal. Mais je pense, moi, tous mes scénarios sont bâtis finalement pour les 6 mois prochains, pour un CAC qui va évoluer au sens un peu large du terme, entre 3550 et 3900, 4000 points, vraiment au mieux. Et là, je ne suis même pas certain. Voilà. Ok, merci Stéphane. Jean-Louis. Oui, il ne faut pas confondre l'astrologie et l'analyse technique. Nous sommes aujourd'hui dans l'après. Depuis la fin janvier, dans l'après quoi? Dans l'après-crise purement bourse, finance. Évidemment qu'il y en a une autre qui se met en place, crise sociale, tout ce que vous voulez. Mais on est dans l'après, ce que je vais peut-être essayer d'appeler la phase d'impact de ce que nous avons eu précédemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de tout. Tout le monde sait que ça ne va pas bien, tout le monde se méfie, et tous les acteurs du marché, des marchés, sont extrêmement méfiants, prudents, et évidemment, après tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est tout à fait normal. Donc, autant il m'était assez simple de dire, quand ça venait 2008, que les marchés avaient suffisamment baissé et que je pensais qu'il allait remonter vers 3450, autant l'année dernière, au mois de juillet, alors que j'entendais beaucoup de stratégies baissières, le mois d'août va être catastrophique, moi j'avais annoncé les 450 pour septembre, ça me semblait assez clair du point de vue des équilibres de force des marchés. On était dans des phases qui étaient très impactées. Et il fallait aborder, évidemment, d'une manière technique et comportementale, les marchés. Et pour moi, si vous voulez, si je faisais la synthèse un petit peu de tous les acteurs, de tout ce qu'ils devaient faire, je ne pensais pas que le marché pouvait baisser. Voilà, donc j'avais un objectif qui est assez important. Aujourd'hui, on est dans un marché qui ne donne pas d'indication, mais si vous m'écoutez sur BFM, ça fait longtemps que je dis que, en fait, ça va être très particulier. On va avoir une phase où il ne va pas savoir où il va aller, il va aller tout doucement, il va être hésitant et très très hésitant. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc on est exactement là, un peu au prou sur le même niveau que le 1er janvier au soir. À peu près pareil. Alors, c'est bien beau de prévoir ce qu'il va faire, mais ce qu'il faut, c'est utiliser, si vous voulez, des moyens, des produits, des marchés, options, futures, vous m'avez souvent entendu parler peut-être de poudre synthétique. Pour moi, c'était une solution extrêmement intéressante dans la mesure où la volatilité avait beaucoup baissé. Alors aujourd'hui, le marché ne donne pas tellement d'indications directionnelles. Pourquoi? Parce que on est dans l'après, on est dans l'attente de solutions, on est dans l'attente de décisions politiques. Et le problème, c'est que tout est désorganisé, tout est complètement désordonné, c'est la confusion la plus totale. Et les marchés, ils attendent. Et je pense qu'ils peuvent attendre longtemps. C'est ça le problème. Voilà. On est dans une phase assez particulière. Donc je pense que, en effet, le potentiel de hausse, il est très limité. Voilà, il faudra vraiment des nouvelles formes, mais
j'aurais pas du tout, si vous voulez, envie d'acheter des actions aujourd'hui. Et même si tous les jours je travaille achat-vente, ce que j'achète, je le revends. C'est-à-dire que j'ai pas envie de le conserver. Et justement, dans le fond, j'ai commencé à travailler depuis lundi. On a créé des positions, si vous voulez, hedgées. C'est-à-dire qu'on achète quelque chose et on le revend sous une autre forme. Pour gagner du temps et pour vendre du temps, si vous voulez. On vend de l'espoir, on vend des options, et ça permet donc d'encaisser du temps. Alors, je pense en effet que la zone, et je l'avais dit en direct sur FM, 3860, enfin à partir de en gros 3845 jusqu'à 3905, pour moi, c'était niette. J'avais dit, bon, je fais même le pari qu'on pourrait faire un plus haut temporaire. Donc je fais toujours ce pari que le marché n'ira pas plus haut. En tout cas, à l'instant T, je ne passe pas, et ça, Tammy l'a très bien dit, ce qui est valable aujourd'hui, parfois on peut être obligé de changer d'avis demain. C'est ça, les plans, hein. C'est comme une partie d'échecs, on a un plan, et on a des plans alternatifs. Pour gagner de l'argent, en gros, c'est ce qu'il faut avoir, c'est des plans et des plans alternatifs, des variantes au plan principal. Et j'ai un objectif de repli peut-être plus important. Étant donné que le 3450 m'a fait gagner beaucoup d'argent ces dernières années, j'ai presque envie de dire que dans 6 mois, on pourrait y retourner. Voyez-vous, on pourrait y retourner avec un marché tout simplement sans flux. Et alors, quand je parle de flux, c'est des flux entrants, sortants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est gérant? Est-ce que l'argent, ils en ont qui arrivent sur les fonds, ou est-ce qu'il y en a qui partent des fonds? Ben aujourd'hui, comme je vous ai dit que tout le monde savait à peu près l'état de la catastrophe dans laquelle nous étions, eh bien, et que peut-être en France on en avait pour 10 ans au moins à s'en remettre de la récession qui a commencé, malgré tout ce qu'on nous raconte, ben voilà, il y a tout un statu quo qui s'est mis en place, et je pense qu'ils vont rester dans une phase d'attente. Alors dans une phase d'euphorie, ben, on est monté là. Par contre, évidemment, le QE aux États-Unis, ils ne vont pas continuer sur le même rythme, donc ça va peut-être freiner un petit peu, ils vont continuer à injecter de l'argent, mais vous savez, les Américains, quand tout va mal, eux, ils ont cette mentalité à penser que chez eux, ça ira mieux qu'ailleurs. Donc, moi, je l'ai déjà connu il y a très longtemps, dès que ça va mal, ils se recentrent sur leur pays, ils achètent leurs propres actions, leurs propres sociétés, et comme en plus on a fait marcher la planche à billets sur le dollar, évidemment, les marchés américains sont au plus haut. En Europe, c'est totalement différent. Totalement différent. La Banque centrale européenne a choisi des politiques différentes, et il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Alors, les marchés, ben, ils font rien. Ils font rien, et ils vont continuer à ne rien faire. Donc, dans une phase de dépression, on pourrait retourner à 3450. C'est un peu le pari que j'aimerais prendre. Mais autant que le dollar, l'eurodoll, je vous avais dit, si on va sous un 29,90, on va nous annoncer une mauvaise nouvelle. Parce que les marchés, aujourd'hui, sont impactés par des initiés également, par des gens qui savent des choses. Enfin, vous n'êtes pas naïfs, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui savent des choses avant nous. Si j'ai fait exprès de dire, si on casse à 29,90, bon, vous allez voir, c'est parce que quelques jours plus tard, on va nous annoncer une catastrophe. On a cassé à 29,90, on nous a annoncé Chypre, et vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, une catastrophe. Alors attention, hein, la catastrophe n'est pas réglée, la situation est en train de s'envenimer, évidemment, mais pour autant, comme les marchés sont prêts à tout, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Même l'euro-dollar tient. Parce que justement, ceux qui ont anticipé en vendant sous un 29,90, ben, ils se sont rachetés. Et puis, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Donc, vendredi, par exemple, avant le week-end, des fois qu'on annonce une bonne surprise, ça m'étonnerait, mais ils ont racheté leur position. Donc, moi, je vais dire, voilà, un peu comme Stéphane, d'ailleurs, je pense qu'on va tous un peu peut-être dans cette optique. Peut-être que les marchés ne devraient pas bouger beaucoup. Rester dans cette phase d'hésitation en attendant des décisions politiques qui, je le crains, restent vaines, parce qu'ils ne prennent pas, je ne sais pas, on ne peut pas dire qu'ils ne prennent pas conscience de la situation, mais ils ne prennent pas les mesures, parce qu'aujourd'hui, ce sont des mesures qui, politiquement, feraient que tous les décideurs, tous les présidents vont sauter. Comme va sauter Sarkozy, et comme demain sautera peut-être Hollande. Et puis d'autres, hein, Merkel, qui est évidemment sur la sellette aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas garder ses actions, il faut travailler les écarts, il ne faut pas laisser porter, je ne suis pas acheteur,
Pour autant, je ne suis pas super vendeur. Et l'histoire du put synthétique, achat de call, vente de futur, par exemple, un truc simple, ben, je pense que c'est une stratégie qui est parfaitement adaptée au marché. Il n'y a pas que ça à faire, on peut faire du ratio, il y a beaucoup de choses à faire, hein, avec les options notamment, les mélanges des options et des futurs, c'est des techniques qu'il faut apprendre, il faut évidemment se former pour ça, n'y allez pas sans discuter, hein, sans connaissance, mais c'est super intéressant, et c'est adapté, si vous voulez, à ce que nous avons en face de nous aujourd'hui. Voilà, il ne s'agit pas de... Là, vous savez, la bourse, on ne gagne pas beaucoup d'argent en achetant bas et en vendant haut, ou en vendant haut et en achetant bas. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent en bourse. Vous croyez que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Parce que ça, c'est très difficile. Vous comprenez? Ce que vous cherchez à faire, acheter bas, vendre haut, acheter bas, c'est très dur. Donc, c'est pas comme ça qu'ils font. Ils font des... je fais des positions arbitrées, hedgées, je monte des stratégies simples, des stratégies complexes, des stratégies où, ben, quand vous essayez d'acheter bas pour vendre haut, vous avez peut-être 30% de chance de gagner, et si vous êtes malin, vous en avez 60%, et moi j'essaie de monter ce pourcentage à 80-90%. Voilà. Et il faut que vous ayez bien en tête que les marchés sont devenus des outils techniques, des outils pour gagner de l'argent, c'est pas du tout une représentation de l'économie. Il y a de nombreux produits financiers divers et variés, tous les dérivés qui existent sont des outils qu'il faut savoir maîtriser pour gagner, parce qu'il y a que en passant par ces produits que vous allez réussir à gagner de l'argent en toutes circonstances. Voilà. Ok, donc on passe la parole à Tammy. Tammy sur le CAC. Bon, alors, déjà, je vais faire une remarque. Il est vrai que... Bon, je vais me lever, hein, c'est mieux. Il est vrai que depuis 2010, les marchés n'ont fait que progresser. D'accord? Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on nous a annoncé plein de nouvelles très négatives. Le consensus était baissé, on a parlé de récession. Il y a une récession, il y a effectivement une situation économique très difficile, et les marchés n'ont fait que progresser. Hier, alors je ne sais pas si elle est là, elle dirige une société de bourse à Casablanca. Mouna, non, elle n'est pas là. Bon, elle dirige une société de bourse à Casablanca, elle me dit, bon, la bourse à Casablanca n'est pas au top. La croissance au Maroc, elle est de 4%, plus de 4%. Et la bourse marocaine n'a fait que baisser. Le paradoxe dans l'histoire, c'est que la bourse française, le DAX, même si le CAC, hein, c'est encore une fois un cas particulier, le Dow Jones, le S&P ont fortement progressé alors que les économies ne sont pas au beau fixe. On voit encore une fois cette dimension psychologique, les flux financiers également qui s'investissent, et il y a eu énormément de choses à faire, notamment récemment, je ne sais pas si vous avez suivi le Dow Jones, le S&P, hein, il y avait des trucs vraiment intéressants. Alors dommage, je ne vais pas pouvoir utiliser mes graphiques, parce que tout à l'heure j'ai pu faire une analyse. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour moi le CAC 40 n'est pas le marché en Europe le plus intéressant, que le DAX est beaucoup plus intéressant sur le plan tendance elle est claire, etc. Vous avez vu tout à l'heure, pour ceux qui ont assisté à la conférence, la tendance, les indicateurs techniques, tout est parfait. Qu'est-ce qui me dérange avec le DAX? Eh bien, c'est qu'on est autour des plus hauts historiques. Qu'est-ce qui me dérange avec le Dow Jones? Plus haut historique. Qu'est-ce qui me dérange avec le S&P? Plus haut historique. Donc, la tendance de fond, elle est clairement haussière. Le marché, pour l'instant, il faut continuer à le travailler à la hausse. Problème, c'est qu'autour, c'est plus haut, on ne va pas les casser comme ça. Ça va prendre du temps. On peut avoir une correction, d'accord? Et on peut effectivement avoir un retournement de situation. Parler d'un retournement de marché, d'un crack, pourquoi pas, mais on en parle depuis pas mal de temps, on n'en a pas encore eu, donc c'est ça le danger, c'est-à-dire depuis 2-3 ans on nous parle de crack, on n'en a pas encore vu, hein, les marchés n'ont fait que progresser, premièrement. Deuxièmement, il faut que les indicateurs, moi j'utilise beaucoup le RSI, etc., se retournent. Pour l'instant, je n'ai aucun signal dans ce sens. Peut-être que la semaine prochaine, dans 2 semaines, ce sera autre chose. Pour l'instant, j'attends quoi? Je n'ai rien dans ce sens. Le seul truc, c'est qu'on est autour des plus hauts. Donc les marchés, effectivement, le potentiel est limité. Il est vrai qu'effectivement, on a eu ces flux, on a eu cette hausse. Là, on est autour d'un moment charnière. Donc, encore une fois, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut se positionner maintenant? Non. Est-ce qu'il faut vendre? Non. Est-ce que le marché, il faut continuer à travailler à l'achat? Oui, si on a des niveaux super intéressants, donc on a un vrai repli, etc. Mais il faut se méfier. Donc cette zone, elle me dérange. Le CAC 40 n'est pas un marché intéressant comparé à d'autres marchés, US, etc. Mais tout de même, est-ce que le marché US va continuer à monter? Surtout qu'il n'y a pas de fondamentaux. Mais ça, c'est le point de vue fondamental. Nous, on est
au salon de l'analyse technique, on parle de technique, hein, de psychologie, de flux financiers, de ce qui se passe sur les marchés. Et donc, encore une fois, bien évidemment, on est sur des plus hauts, etc., mais la tendance est contrariée. D'accord? Donc, il faut effectivement garder à l'esprit ce constat, et puis être vigilant, se dire, on est prudent aujourd'hui, et on attend effectivement de voir ce qui se passe, mais encore une fois, il ne faut pas dire le marché va se retourner, le marché va accélérer à la hausse, il faut juste le travailler de manière intelligente. Je vais essayer tout à l'heure, si je peux, avec des graphes, rentrer dans le détail, et j'essaierai de répondre à vos questions. D'accord. On va essayer de revenir un petit peu sur le CAC. Pardon. Alors, bon, moi je vais essayer de me mouiller. Bon, c'est un peu. Il y a qu'un dozo qui fait ça, c'est moi. Donc on va répéter un petit peu à la fois ce que j'ai réussi et là où je me suis bourré. Donc un analyste qui a toujours raison, c'est qu'en fait il ne vous donne jamais rien d'intéressant. En réalité, tout le monde se trompe, et souvent. En fait, tout le monde a des erreurs. Donc quelqu'un qui dit j'ai toujours raison, ça marche toujours, ou j'ai jamais tort, c'est bon, vous pouvez faire une croix, c'est fini, vous pouvez écarter. Donc normalement, tous les traders, même les meilleurs, même Rob Hoffman qui a explosé tous les records au duel de trading l'année dernière, il vous dira bien sûr qu'on a des périodes sans et des périodes même successives, et même des périodes, des pertes régulières en nombre, plusieurs pertes de suite. Donc celui qui ne perd jamais, déjà. Donc, bon, moi je me suis trompé 2-3 fois. Je vais revenir un peu en arrière, surtout que moi c'est facile. J'ai l'avantage d'organiser le salon et en plus d'être interviewé régulièrement par différents journaux, donc c'est prouvable, vous pouvez le relire dans les journaux, soit sur internet, souvent avec le revenu puisque c'est les médias. Et souvent, en règle générale, ils m'interrogent un peu avant le salon, donc c'est en mars ou en septembre, donc ça fait 2 mois dans l'année, 2 fois dans l'année où on m'interroge. Alors, je reviens un petit peu, c'était en mars de l'année dernière, en mars 2012. On était là-haut, un peu à 3008, vous voyez, etc. Et alors voilà ce que j'avais donné, j'avais dit, le marché va se casser la figure à 2009, ensuite il va rebondir jusqu'à venir à 3000, non on ne le voit pas tellement de devant, la petite flèche. Il va rebondir à 3250, 3300 et ensuite reprendre la baisse très fort pour aller direction 2000, 2200. On a dit oula, déjà le poids de la première baisse, on a dit ouh c'est énorme. Et après, ça sera impossible. Ce qui s'est passé, c'est que le marché, dans un premier temps, durant les 3 premiers mois, a excellemment bien marché, puisqu'il est allé pile poil taper le niveau des 2009 ici, pile poil. Ensuite, il a fait exactement ce qu'on avait dit, remonter en correction A, B, C ici. Alors évidemment, c'est des Elliott, je ne vais pas rentrer sur les détails, etc. Ceux qui connaissent bien Elliott comprendront ce que je veux dire, c'est pas intéressant. Remonter sur 3250, 3300, et derrière, il commençait à prendre son mouvement baissier, sauf que, évidemment, on n'est pas des boules de cristal. L'analyse technique, alors je suis tout à fait d'accord, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, cet ami ou Jean-Louis, effectivement, le marché peut tout à fait changer demain. Il peut tout à fait y avoir une nouvelle inattendue. Chypre peuvent quitter l'euro, je ne crois pas, ça sera comme la Grèce, ils ne quitteront jamais l'euro, personne ne quittera l'euro. Ils feront les billets, à la fin, ils feront les billets eux-mêmes avec l'encre pour qu'on leur donne. N'en faites pas, les Allemands nous feront des billets à la fin. Et mais ça fait aussi depuis longtemps que je vous le dis. C'est pas grave. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais il peut y avoir des vrais problèmes dans le monde qui rebattent les cartes. Et donc, l'analyse technique, c'est pas une boule de cristal. C'est simplement une probabilité. Donc, effectivement, on peut faire l'analyse, mais la prévision, et quand on regarde les tendances, elles ne sont pas très court terme quand même. Elles ont une propension à se poursuivre, à aller. Mais évidemment, quelque chose qui interviendrait très fortement dans le marché, ça pourrait tout remettre en cause. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Est-ce que quelqu'un se souvient? Ici, c'est le 26 juillet. 26 juillet, il y a un petit gars qui s'est mis à parler, et un Italien, là, et ils sont gentils, les Italiens, je suis d'accord, je suis contre les Italiens, attention, ça y est, les Italiens. Et il a annoncé, les gars, on va faire une politique de rachat des dettes et quasiment illimitée. Allez hop, on y va, c'est bon, c'est parti. Pouf, les marchés vont exploser là-haut. Imprévisible, personne ne peut le prévoir. C'est simple, c'est le fait que les marchés ils ont explosé à la hausse, gap, volume, tout ce que vous voulez. Pouf, on est reparti. Et là, donc moi j'étais short, et
je me suis fait stopper. Et là, j'ai perdu, effectivement. Alors que jusqu'à présent, c'était passé, j'avais plusieurs positions, je ne vais pas vous citer toutes les positions que j'avais, mais ici, j'ai été short et je me suis fait stopper tout de suite parce que j'ai un stop loss, c'est fait pour ça, c'est fait quand ça ne marche pas, d'arrêter la position. Et là, je me suis pris une claque. Terminé. Derrière, c'est monté et l'objectif c'était 3800 et comment ça s'appelle, d'abord 3600, une pause et après 3600. Et j'en avais redit, alors là vous me suivez, alors tout ça vous pouvez le retrouver aussi dans les journaux régulièrement. Je l'avais dit en septembre dernier, ou en conférence, en septembre dernier, vous vous souvenez, on était ici, on était un peu en train de redescendre, un peu de consolider ici, un peu en dessous des 3008, et je vous ai dit, le marché va d'abord descendre sur 3004, rebondir un peu au-dessus, et ensuite descendre jusqu'à 3350, 3250, je crois que j'ai dit 3250, exactement, et 3350 plutôt, et descendre, et ensuite repartir et aller chercher 3008. Et derrière, à nouveau, toujours au scénario, ça devrait se casser la figure, et l'ours derrière. Bon, c'est arrivé à peu près, la correction s'est bien faite, il y a eu le bon zigzag, ici, c'est produit, petit rebond, et derrière on est descendu, mais on n'est pas allé chercher tout à fait 3350, on s'est arrêté, il y avait 100 points de différence avec mon objectif. Là j'ai un petit doute sur les chiffres que je vous donne, mais ce point-là était un peu moins bas que ce qui était attendu. Et derrière on est reparti et on est monté jusqu'à 3800. Et aujourd'hui vous pourriez me dire, ah mais c'est pas mal, on est quasiment dessus. Non, justement, c'est pas terrible, parce que, en fait, au niveau du truc, ça s'est à peu près bien passé, mais cette montée, et je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit, on m'a dit que ça bouge pas tellement, je trouve que les marchés bougent beaucoup moins. Je trouve qu'il y a la tendance, elle est magnifique. Si on la regarde après coup, c'est une superbe tendance. Le marché. Alors, c'est sûr qu'il y a des marchés comme les Yankees, eux, ils marchent plus vite, il y en a certains qui vont plus vite, le DAX, etc. Je suis d'accord, tout à fait. Mais le marché français, c'est pas mal quand même. Ils se mettent, et là aussi, à un moment donné, comme Tammy a dit, il faut être dans la tendance. Effectivement, la tendance est votre ami, restez dans la tendance. Là, essayez de vendre là-dessus, c'est de la folie. Moi, je pense que bientôt, ça va craquer. Mais il faut être honnête par rapport à ce que vous pouvez penser psychologiquement. Est-ce que je dis ça parce que je suis influé par mes stratégies que j'ai données, les prévisions que j'ai pu annoncer, et donc forcément ça influe sur ma conscience, sur ce que je veux dire, et donc forcément je vais être un peu impliqué. Je ne sais pas, mais si je suis honnête, la tendance est haussière. Vendre maintenant, non. Mais moi je suis prêt à vendre. C'est-à-dire que je pense qu'il va encore progresser, et je pense qu'on va certainement aller chercher un peu au-dessus des 3900. Le mieux, ça serait exactement mon objectif, qui actuellement est 3956. Je parle évidemment du CAC cash, pas du futur. Je parle du CAC cash, 3956, et à ce moment-là. Donc, plutôt encore haussier, vendre dans l'immédiat, non. Il faudrait déjà repasser sous 3700. Alors, il est 3700, après il faudrait repasser sous 3600, après il faudrait repasser sous 3000. Ouais, d'accord. Enfin, bon, s'il commence à baisser, je peux changer d'avis. Ça m'étonnerait qu'on ait déjà touché le top tout de suite. Il me semble qu'on a encore un chouïa à monter, et un peu au-dessus des 3900, 3956, ça serait bien. Dépasser 4000, non. Donc, je vais être clair, vendre, non. Vous en avez, est-ce qu'on sort? Non. Vous protégez, vous serrez, donc en dessous de 3700, je stoppe. Pour l'instant, si je suis en position longue, je stoppe. Si, est-ce que j'essaye de vendre? Non. Si ça commence à passer sous 3700, là on commencera à enfoncer peut-être cette tendance oblique qu'on a ici, et donc là je vais essayer de commencer à réfléchir à une position pour jouer la baisse, et normalement derrière ça devrait s'enchaîner, casser 3006, casser 3000, alors après il y a tous les supports évidemment, les 3006, le gros support 3006, anciennement résistance qui est devenu un support, etc., avec des polarités, je ne vais pas sur les détails. Et ensuite, il y a un peu en dessous des 3400, etc. Et le gros point, normalement, ça serait cette ligne de tendance et venir chercher 3200, donc très rapidement. Donc quand on fera des Forex, on sera dans 2 mois, on pourra en reparler. Ce sera surtout sur le Forex, ça sera surtout sur les devises, uniquement les devises, tout ce que vous avez pu savoir sur les devises. Mais on pourra reparler éventuellement de ce que ça donnait. Je pense qu'on aura touché un peu au-dessus de 3009 et qu'on commencera à se retourner pour commencer ce déclin. Voilà, là je pense que ça c'est souillé. C'est de vous dire vraiment ce que je dis. Alors, je suis le dernier, je suis le seul deux autres, peut-être que c'est une bêtise pour moi, donc je prends un risque pour rien. Mais, alors, si le marché me donne tort, ben, ça dépendra. S'il casse tout de suite, je vais changer ma position. Je suis d'accord avec Tammy que demain, ça peut être autre chose, que demain est un autre jour et qu'il peut y arriver beaucoup de choses. Effectivement, c'est ça l'analyse technique, c'est pas une vraie prédiction. L'anticipation, le scénario que je peux envisager pour l'instant, il est de cette manière-là. Donc, un peu plus haut. Acheter pour jouer 3950, c'est un peu cher. Sur des futurs, oui.
sur d'autres marchés, c'est peut-être un peu cher. Il faut faire attention. Déjà revendre, c'est un peu tôt aussi, mais donc plutôt prêt à vendre en cassant et plutôt attendre de toucher les 3950, 3900, un peu au-dessus. On peut essayer les marques. Oui, autre chose, Ali, sur le CAC, non, moi en fait, je travaille vraiment le canal, en fait, donc je suis acheteur 3660, 3735 et je vends à partir de 3850. C'est comme ça que j'ai bâti la stratégie sur le fond. Et alors par contre, quand on dit train d'idiophrène, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait rajouter. La tendance est votre ami. Il faut quand même timer aussi ces points d'entrée. Hein. On ne peut pas acheter à n'importe quel endroit dans la tendance. Par exemple, si tu fais voir le graphique sur le SP500, là, l'espérance de gain, elle est plus du tout en votre faveur, même si on est dans un marché hyper manipulé par des injections de banque centrale. Oui, celui-là. On évolue également aux États-Unis dans un long canal haussier de fond. Et là, on est en train de se rapprocher dangereusement en fait d'une zone un peu critique, située entre le plus haut historique sur le SP500, un petit peu au-dessus de 1560 points. Et sur le haut du canal. Donc en fait, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelle est votre espérance de gain. C'est-à-dire si vous achetez maintenant le SP500, vous achetez pour viser le haut du canal, c'est-à-dire les 3-4%, avec un risque de perte en face, c'est-à-dire un retour sur le support du canal à moins 15%. Donc train d'idiophrène, d'accord, mais essayez de timer votre point d'entrée. C'est-à-dire que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis très très prudent sur les marchés américains. La hausse, si elle continue, elle se fera bien entendu sans moi. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est que je pense qu'à un moment donné, avec injection de liquidité ou pas, où est-ce que les investisseurs vont commencer à pricer le fait qu'il va falloir à un moment donné arrêter d'injecter des liquidités, et là le marché ne va certainement pas apprécier. C'est ce qui va arriver, et il va réagir 6 mois, 8 mois, 1 an avant qu'ils arrêtent vraiment d'injecter des liquidités. Donc les marchés anticipent toujours tout, si vous voulez. Hein. C'est pas au moment où ils vont arrêter que les marchés vont baisser. C'est 6 mois, 3 mois, peut-être 1 an à l'avance, je ne sais pas encore. Mais par contre, ce qui est une chose est sûre, je pense que dans les 6 mois qui viennent, on va certainement avoir à un moment donné une correction sur l'SP500 que j'estime, moi, au pire 1300, au mieux 1450. C'est-à-dire qu'on pourra envisager de revenir sur l'SP500 à l'achat uniquement aux alentours du bas de ce canal, sur le support de ce canal, c'est-à-dire pour moi soit sur le bas de la bande rouge ou dans la bande bleue, ici ça serait où on pourrait commencer à acheter un petit peu ici, puis renforcer si ça baisse, et bien entendu, on pourrait mettre des stocks de protection légèrement en dessous de ce support pour si vraiment il y avait le pire qui devait se passer. Mais la tendance est vraiment là, mais par contre, acheter maintenant, c'est un peu suicidaire. On est un petit peu à acheter avec la fin. Peut-être qu'il va y avoir un dernier excès haussier. Ce que moi, je pense que les choses sont faites ainsi. On va certainement essayer d'avoir, on va essayer de battre le record historique sur le SP500, avoir une petite accélération haussière au-dessus de ce niveau, qui correspondra certainement à des bandes de Bollinger mensuelles ici vers 1560, voire le haut du canal. Et puis derrière, c'est patatras, quoi. Voilà, moi j'envisage ça un petit peu comme ça. Donc c'est là où je suis très méfiant quand même sur le CAC 40 et je ne suis pas opposé structurellement au scénario d'André. C'est-à-dire que si les marchés américains venaient à rebaisser dans cette zone, on sait encore les dindons de la farce et on baisserait. Même si en Europe ça va pas plus mal ou si ça en est encore à peu près à se tenir avec nos problèmes européens qui pour l'instant n'activent pas trop la baisse. Une question un peu rapide. Est-ce que tu ne penses pas que sur les marchés américains, je ne sais pas si on m'entend, le Nasdaq est vraiment fragile, plus que les autres marchés que le S&P? Ah ben tout à fait en fait, ça s'explique très clairement. C'est-à-dire que c'est la faute d'Apple. Oui, on est d'accord. C'est le Nasdaq en fait a construit sa hausse avec la hausse d'Apple. Et en fait, la baisse d'Apple, parce que Apple représentait grosso modo, je sais pas, à un moment presque 30% de la hausse du Nasdaq. Maintenant, Apple a quand même sévèrement dégraissé, mais a simplement ralenti finalement la hausse. On est encore loin des points hauts sur le Nasdaq, mais c'est vrai que sur le Nasdaq, on est dans une hausse qui est un peu biseautée, donc potentiellement un peu plus dangereuse que sur